Et ça y est, nous y sommes, notre dernier quickie de la journée. J'ai le plaisir d'être sur scène avec Kevin Dinglas, qui est mainteneur sur le serveur HTTP Caddy et qui va nous parler maintenant du statut code 103 qui va permettre d'accélérer nos apps. Voilà. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas trop vous faire peur, même si c'est le thème. J'espère que lundi, en retournant au boulot, vous pourrez utiliser ce code. D'ailleurs, qui a déjà utilisé le code 103 Early Hints dans ses applications? OK, quand même une personne. Bravo. Un early adopter. Donc, je m'appelle Kevin Dinglas. Je suis le cofondateur d'une société coopérative qui s'appelle Letilleul.coop. Et ça fait longtemps maintenant que je contribue au logiciel libre. J'en ai créé quelques-uns qui sont assez populaires, dont le framework API Platform, qui est en PHP, désolé, mais qui fonctionne plutôt bien pour créer des API. Et je travaille aussi beaucoup sur l'écosystème Go. J'ai contribué au langage Go, et ça fait quelques temps maintenant aussi que je suis co-mainteneur d'un outsider des serveurs HTTP qui s'appelle Caddy. Des utilisateurs de Caddy parmi vous? Ah, quand même un peu plus. Les autres, testés. Normalement, après, vous ne revenez plus à Nginx. Notre boîte, du coup, Letilleul.coop, qui est aussi présente à Nantes, même si à la base, on vient de Lille. C'est une scope, c'est-à-dire que c'est une société qui appartient à 100% aux gens qui travaillent dedans, que toutes les décisions sont prises de manière démocratique sur le principe une personne égale une voix, et qu'en fin d'année, tous les bénéfices, là on est 70, on les divise par 70, on se les répartit comme ça. On n'a pas d'actionnaires ou d'associés externes. On fait du consulting, du développement dans plein de technologies, beaucoup de JavaScript, beaucoup de PHP, pas mal de Go aussi. On a aussi des équipes, et c'est un peu le sujet du talk, en tout cas l'origine du talk, qui font du DevOps, du SRE, de l'administration serveur. Alors, déjà, à quel problème on essaye de répondre avec ce nouveau code de statut HTTP? Petit schéma volé de chez Google, ça c'est le fonctionnement typique d'une page web. C'est-à-dire que, imaginons que nous soyons... Qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on fasse un site e-commerce. C'est vraiment le truc le plus classique du monde, ou un blog, un site e-commerce, c'est vraiment bien adapté pour ce type de cas-là. On va avoir une requête, l'utilisateur arrive, veut charger une page. Du coup, le navigateur va faire une requête vers le nom de la page.html. Généralement, c'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Le serveur web va récupérer la requête, va probablement exécuter du code dynamique. C'est surtout dans ce cas-là que ça va être utile. Du Node, du Ruby, du PHP, ce que vous voulez. Il va faire plein de requêtes SQL, il va faire exécuter du code, si c'est du PHP, généralement très mal écrit, ça va prendre pas mal de temps. À la fin, il va générer du HTML, ça peut être aussi des réponses d'API, c'est plus simple à comprendre avec du HTML. Il va envoyer le HTML au client. Le HTML, il faut savoir que c'est un format qui supporte le streaming, donc ce HTML va être streamé. Le navigateur va commencer à parser le HTML, il va se rendre compte que on n'est plus dans les années 90, et le HTML ne suffit pas pour faire le rendu final. En plus, on va vouloir charger des feuilles de style CSS pour faire de la mise en forme, qui sont des ressources externes, des ressources tierce parties. On va vouloir charger du JavaScript. Alors si en plus on a du React, du Angular, etc., ça peut être beaucoup de JavaScript. On va vouloir charger des milliers de publicités, trackers, etc. Vous ne faites-le pas, mais en vrai, il y en a beaucoup, malheureusement. C'est un gros problème en termes de web performance. Donc, notre navigateur va charger ce HTML et détecter qu'il y a un tag, link, qui référence une feuille de style, ici common.css. Et à ce moment-là, du coup, il va aller télécharger la feuille de style. Ensuite, il va faire le rendu, il va afficher mon produit à l'utilisateur final. Bon, là, normalement, on est en niveau première année de DUT. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Très bien. Ce fonctionnement traditionnel du web, il a un problème, surtout quand on référence beaucoup de ressources en plus, beaucoup de feuilles de style, beaucoup de JS, etc., c'est que ça demande des temps de chargement qui sont assez longs. En particulier, il faut que j'attende que le HTML ait été généré, que j'ai toutes mes requêtes SQL, etc., qui aient été faites, pour seulement pouvoir commencer à télécharger mes assets, mes images, mes feuilles de style, mes JavaScript. L'idée, du coup, concrètement, comment ça marche au niveau du protocole HTTP. Donc là, j'ai fait une version abstraite d'HTTP, ça marche grosso modo pareil en HTTP 1, 2 ou 3. Dans le détail, ce sera un peu plus compliqué parce que vous savez sûrement qu'HTTP 2 et 3 sont des protocoles binaires, donc c'est pas exactement ça, mais grosso modo, de manière abstraite, c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, le navigateur envoie des en-têtes,
le verbe get, je vais récupérer un fichier index.html plus d'autres entêtes, par exemple lot. Là, j'ai mon code, disons PHP, qui se déclenche, et ça va prendre un petit peu de temps à exécuter ce code. Finalement, j'ai exécuté ce code, je vais pouvoir envoyer une réponse avec des métadonnées, encore une fois, des entêtes, code 200, OK, tout va bien, des entêtes type là, le content type, ça va être du HTML, puis envoyer le HTML. Ça, c'est vraiment le fonctionnement classique du web. Et vous voyez que le navigateur ne peut télécharger la feuille de style qu'au moment où il va rencontrer le tag ling rel stylesheet common.css. Et là, il va lancer une nouvelle requête pour télécharger cette feuille de style. Voilà, du coup, cette deuxième requête qui est lancée de manière séquentielle. Il faut d'abord que j'ai reçu au moins le début de la première réponse pour pouvoir lancer la deuxième requête vers la feuille de style. Alors, les early hints, ça permet de répondre à cette problématique. Est-ce que vous connaissez la classe de code de statut 1xx? La classe 1. OK. En fait, elle est là depuis toujours. Depuis les toutes premières versions de HTTP, on connaît souvent les codes 200, les succès, les 300, les redirections, etc., etc. En fait, on a la classe 100, qui est une réponse informationnelle, on va aussi dire réponse temporaire. Ça, c'est assez peu connu des développeurs web, mais en fait, pour une requête HTTP, le serveur peut envoyer plusieurs réponses HTTP. Il peut avoir une requête et plusieurs réponses à la suite. Par contre, il y a une contrainte. Les premières réponses doivent être de code sans quelque chose. Et dès qu'on a une réponse qui est d'un code supérieur à 200, supérieur ou égal à 200, bah là, on ne peut plus l'envoyer après. C'est une réponse dite finale. Ça, c'est utilisé pour des fonctionnalités internes des navigateurs et des serveurs. Par exemple, quand vous faites de l'upload de fichiers avec un formulaire, le navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord envoyer une requête, il va envoyer les informations au serveur avec la taille du fichier à uploader, sans le fichier, pour ne pas gaspiller de bande passante, c'est juste sa taille. Et le serveur va pouvoir tout de suite dire « OK, envoie-le-moi » ou « Non, ne me l'envoie pas, ça ne sert à rien, c'est trop gros, je ne l'accepterai pas, donc gaspille pas de bande passante ». Pour ça, on a le code sans continue qui permet de faire ça. Quand le serveur envoie sans continue, eh ben, le navigateur va faire le plot de fichier, puis ensuite j'ai mon traitement qui va être effectué, et je vais avoir une requête de type 200 ou autre qui va suivre. OK jusque-là? Du coup, le code 103 fait partie de cette classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des requêtes préliminaires, on va pouvoir envoyer des réponses préliminaires avant la réponse finale. Donc c'est un nouveau code de statut HTTP qui est maintenant standardisé et qui va permettre de servir d'indication au navigateur web. On va lui dire le plus tôt possible, OK, moi je suis développeur web, j'ai fait cette page HTML et je sais que pour l'afficher à l'utilisateur final, il y aura besoin de ce fichier CSS, de ce fichier JavaScript et de cette image. Du coup, plutôt que le navigateur attende à ne rien faire que le serveur ait exécuté ses requêtes SQL, son code un peu lent, etc., on va tout de suite envoyer une requête informative, une requête de code de statut 103, qui va dire « OK, télécharge-moi tout de suite ce fichier CSS, ce fichier JS et cette image ». Comme ça, quand je t'enverrai le HTML plus tard, ces éléments-là seront déjà là, et ce sera plus vite à charger. Le but, c'est de diminuer la latence qui est perçue par les utilisateurs finaux. Et ça s'appuie aussi sur des standards préexistants, comme la RFC qui définit les entêtes HTTP link, qui permettent de référencer des ressources tierces, les resource hints en HTML, les CSP, etc. Petite subtilité, même si la spec autorise à utiliser ça dans n'importe quelle version d'HTTP, dans les faits, les navigateurs, on va y revenir juste après, l'ont implémenté uniquement pour HTTP2 et HTTP3 pour des raisons de sécurité et de rétrocompatibilité. Donc il faut déjà que vous ayez du HTTP2 ou 3, ce qui est de toute façon indispensable pour la web perf, dans vos applications pour utiliser ça. Donc c'est une RFC qui a pour l'instant un statut expérimental, donc un standard du web en devenir, en fait, qui va devenir un standard du web très très bientôt parce que le vote, pour que ça devienne un vrai standard définitif, il est en cours en ce moment et pour l'instant, il y a 100% des gros acteurs en tout cas qui sont pour. Donc ça va devenir un vrai standard. Et c'est aussi présent dans le standard HTML, donc il y a des standards un peu concurrents. Et là, c'est déjà dans le standard. Voilà, ça, c'est vraiment en termes de standardisation. Alors, comment ça marche? C'est assez facile, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Le navigateur envoie la requête get vers index.html. Tout de suite, le serveur sait qu'il y aura besoin pour cette page, parce que le développeur l'a hardcodé quelque part, généralement, le fichier common.css. Du coup, il envoie une requête 103 avec un en-tête link qui référence common.css. Tout de suite, du coup, le navigateur le reçoit et peut télécharger common.css.
En parallèle de ça, le serveur va faire ses requêtes SQL, exécuter son code, etc. Au final, il va avoir du HTML, il l'envoie. Vous voyez, ça prend 200 millisecondes, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je faisais 200 millisecondes. Puis, je récupérais le CSS 25 millisecondes, temps total pour afficher la page 225 millisecondes. Maintenant, grâce à cette requête préliminaire, le fichier CSS a été téléchargé pendant qu'on calculait le HTML, temps total 200 millisecondes. J'ai gagné 25 millisecondes. C'est clair jusque-là sur le fonctionnement? Cool. Alors, au niveau protocole, comment ça marche? J'ai toujours ma requête getIndex.html, sauf que tout de suite, c'est vraiment important que ce soit fait le plus tôt possible, bien sûr, le serveur répond 103 early hints et il envoie des entêtes link. Alors, le format de l'entête link est standardisé, bien sûr, on est obligé de respecter cette syntaxe-là. D'abord, je référence quelle est l'URL qu'il va falloir charger. Ensuite, je mets quel type de relation. En fait, l'entête link, il sert à plein de trucs, pas que à précharger des assets. On peut aussi donner l'adresse d'une documentation d'une API, par exemple, et plein d'autres choses. Donc là, on dit que c'est pour faire du preloading. Et ensuite, pour le navigateur, pour des questions de sécurité, on va devoir lui dire qu'est-ce qu'on va lui envoyer. Là, on lui dit que c'est une feuille de style CSS. Ça, c'est en lien avec les CSP. Et tout de suite, dès qu'il reçoit cette réponse préliminaire, le navigateur va lancer une nouvelle requête et télécharger ce fichier. Encore mieux, si le fichier est déjà en cache, le fichier common.css, parce que l'utilisateur est déjà venu avant, du coup, il ne va juste rien faire parce qu'il sait qu'il a déjà le fichier CSS en local. Ensuite, mon serveur va faire ses calculs, et puis finalement, il va me générer mon HTML. Alors, je dis du HTML depuis tout à l'heure, mais ça marche avec n'importe quoi. Hein. Si c'est une API JSON, ça marche aussi. Et puis, il va finalement renvoyer le HTML final. Petite subtilité, pour dire qu'il faut vraiment utiliser les éléments qui ont été envoyés au préalable, il faut que les entêtes soient dupliquées. Vous voyez, le link, il est à la fois dans la requête préliminaire et dans la requête définitive. Ça, c'est de par l'aspect qu'il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, finalement, il n'y a plus besoin de ça, tu l'as téléchargé pour rien. Il n'y a pas trop d'intérêt à le faire, mais pour certains cas, c'est utile. OK. Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont été menées par Google, par Cloudflare et par Shopify. Là, c'est une étude menée par Google en collaboration avec Shopify pour voir ce que ça donne en prod, en fait, sur des vrais cas d'usage. Et en fait, ça permet d'améliorer vraiment beaucoup les temps de chargement. Sur du site e-commerce traditionnel, le LCP, Largest Contentful Paint, c'est en gros l'élément principal de la page qui est vraiment intéressant pour l'utilisateur. Les études là, qui ont été faites là-dessus montrent que ça permet d'améliorer de 30% le temps de chargement des pages, ce qui est quand même significatif grâce à la parallélisation, en tout cas le temps de LCP. C'est aussi significatif, donc c'est significatif pour les utilisateurs. Vous savez que sur les sites e-commerce, plus la personne attend le chargement, plus il y a de chances qu'elle quitte le site et que la transaction, la vente ne se fasse pas. Donc ça a un intérêt économique. Ça a aussi un intérêt en termes de référencement parce que le LCP, c'est un des critères principaux qui est pris en compte pour le ranking des sites par les moteurs de recherche et en particulier par Google. Plus votre site se charge vite, mieux vous allez être référencé. Donc là, ça va pouvoir aider à ça aussi. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, qui parmi vous connaît HTTP2 serveur push? Très peu de gens. Grosso modo, ça servait à la même chose, en plus compliqué quand HTTP2 est sorti. C'est Google qui a sorti ça. Et grosso modo, ça avait pas mal de désavantages. Ce n'est plus supporté par les navigateurs web modernes. Et pour ceux qui connaissaient ça, ça ne sert plus à rien de l'utiliser, ça n'est plus supporté. Ça a été retiré des navigateurs. Et c'est ce truc 103 early hints, c'est le truc qui le remplace, grosso modo. Je ne passe pas plus en détail vu que vous n'étiez pas utilisateur de ça. Alors, comment on fait concrètement pour utiliser ça maintenant? Niveau navigateur, déjà, on est tranquille. Depuis quelques années, là, ça s'est vraiment accéléré sur ce sujet. Chrome ont été précurseurs et ont implémenté ça dès 2022. Et depuis fin d'année dernière, Safari et Firefox le supportent aussi par défaut. Donc, plus de problème. De toute façon, si le navigateur est vieux et ne le supporte pas, dans le pire des cas, les requêtes 100, vu qu'elles sont là depuis le début d'HTTP, un navigateur, quand il reçoit une requête 100 qu'il ne connaît pas, il l'ignore. Dans le pire des cas, ça va aussi lentement qu'avant. On n'a rien à perdre à utiliser ça. Côté serveur, commençons par Kadi, mon préféré, qui supporte ça. Alors c'est assez facile, dans Kadi, on a un système de matchers, on peut faire des règles. Là, je définis un matcher qui s'appelle int, je peux donner le nom que je veux. Et je dis, OK, il faut que ce soit du HTTP2 minimum, parce que ça ne marche pas en HTTP1, donc ça ne sert à rien. Et je veux que ce soit juste pour index pour un HTML. Je pourrais le mettre pour toutes les pages. Et ensuite, je lui dis, OK, si on match cette route, tu m'envoies cette en-tête et tu réponds 103. Et après, Kadi va continuer, il va envoyer la requête préliminaire dès que la requête est reçue, la réponse préliminaire dès que la requête est reçue, et ensuite il va continuer sa route. Du coup, si on sert à un fichier statique, si on appelle du PHP, si on proxy vers quelque chose, ça va fonctionner. Pour Apache, pas de problème non plus, c'est aussi supporté. Du coup, on a deux directives à activer, enfin, en fait, une à activer, les early hints, et par défaut, il va essayer de faire et du early hints et du serveur push.
C'est un peu bizarre et ça peut être un peu contre-productif. Du coup, on va aussi utiliser H2 push off pour désactiver serveur push et n'avoir que early int. Ensuite, on référence juste dans notre config pour le chemin d'accès quel fichier on veut précharger avec 103 early int. Et pour Nginx, eh ben, on ne peut pas le faire parce que ça n'a pas été implémenté. Donc là, vous avez quand même tout intérêt à utiliser Apache ou Kadi. Alors, il existe un module tierce party qui permet d'ajouter le support de ça. Je n'ai pas testé. Alors, là, on parle vraiment dans la config du serveur web. En revanche, pour les proxys, là, il n'y a pas de problème, c'est des requêtes 100. Par défaut, les proxys forward transfèrent les requêtes 100. Donc, si vous utilisez Nginx en proxy devant Apache ou Kadi ou n'importe quoi, pas de souci, ça va marcher. Il va bien forwarder, transférer les requêtes 103 vers le client. Parfois, ça peut être utile d'envoyer des early ins de manière programmatique. Imaginons que, voilà, par exemple, je puisse déterminer assez tôt, avec juste une requête SQL, quelle sera l'image principale à afficher pour mon produit e-commerce. J'aimerais bien que le navigateur le télécharge pendant que je génère tout le reste de ma grosse page HTML. Et pour ça, du coup, je suis obligé, je ne peux plus le faire dans la config du serveur web, parce que j'ai un petit peu de code dynamique à écrire. Il faut que je le fasse depuis mon langage de programmation dynamique côté serveur. Alors, en Go, vu que je développe beaucoup en Go, c'est supporté nativement par le serveur web intégré à Go. C'est assez facile. On ajoute des entêtes, comme on fait tout le temps avec Go. On dit envoie l'entête, envoie le code de statut 103. C'est la même méthode que pour envoyer les autres codes de statut avec Go, sauf qu'il va détecter que c'est un code de statut spécial. Et du coup, il va détecter cette requête préliminaire. Et il va permettre d'en envoyer d'autres après. Donc après, je peux juste envoyer un 200 à la fin. Il va envoyer 2 réponses. Et en plus, je vous garantis que ça marche très bien parce que c'est moi qui ai écrit ce bout de code dans Go. Il n'y a pas de problème. En Node, c'est aussi supporté depuis un peu plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ça marche avec toutes les frameworks JS avec du SSR, je ne sais pas, Nuxt, Next, Nest, etc. Le supportent tous. Sur l'objet réponse proposé par Node, on a une nouvelle méthode qui s'appelle WriteEarlyInts. Et du coup, on peut mettre le contenu des lignes qu'a envoyé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Reste un problème, c'est PHP. À la base, je viens de l'écosystème PHP, je suis co-mainteneur de Symfony, je travaille beaucoup avec Laravel, et puis c'est 80% des sites web. WordPress, malgré les polémiques du moment, ça reste l'outil le plus utilisé. Et avec PHP, on a un problème. La core team de PHP a essayé d'implémenter ça dès 2021, toujours malgré la mauvaise réputation qu'a le langage. Les fonctionnalités du protocole HTTP, etc., sont souvent implémentées très tôt dans PHP parce que c'est massivement utilisé. Sauf que les discussions ont montré que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'en PHP, finalement, PHP ne contrôle pas directement la connexion HTTP avec le navigateur. Il est forcément derrière un serveur web. Je m'explique. On a le navigateur web qui va contacter un serveur web, ça peut être Nginx, Kadi, Apache, ce que vous voulez. Et ensuite, lui-même va devoir faire une requête réseau vers un serveur qu'on appelle PHP-FPM, mais qui ne parle pas HTTP. Il utilise un protocole spécifique qui s'appelle FastCGI. Et ce protocole, il a une limitation, c'est que lui, c'est une requête égale une seule réponse, pas plusieurs. Donc en PHP, on est coincé à cause de ce vieux protocole qui est entre le serveur PHP et le serveur web. Chez Letiel, on a développé un serveur d'application pour PHP qui permet d'améliorer, simplifier les déploiements et d'améliorer beaucoup les performances, qui s'appelle FrankenPHP. C'est complètement open source et c'est basé sur Kadi, n'hésitez pas à le tester. Et lui, il a un avantage, c'est qu'il contrôle directement la connexion HTTP avec le client. Donc, dans ce cadre-là, on devrait être en capacité d'envoyer du 103 early int. Effectivement, c'est ce qu'on a fait, du coup on l'a implémenté, donc ce serveur lui-même est écrit en Go. En PHP, avec FrankenPHP, c'est la contrainte, il faut absolument que ce soit ce serveur d'exécution PHP-là qui soit exécuté et pas, qui soit utilisé et pas PHP-FPM. On peut juste, comme avec les autres langages, régler un en-tête, envoyer une réponse 103, puis ensuite, donc il y aura une réponse temporaire qui sera envoyée, puis ensuite écrire la réponse finale comme d'habitude. Si on utilise Symfony, Laravel, Drupal, tous les projets qui sont basés sur le composant HTTP Foundation, il y a le support natif dans le composant Symfony HTTP Foundation de ça. Alors, il faut quand même FrankenPHP derrière. Et là, c'est encore plus simple. On set un en-tête, on appelle la méthode sendHeaders. On a notre requête préliminaire qui est envoyée. Et si on utilise Symfony Asset Mapper, le composant, on va dire, l'alternative un peu à Webpack, etc. de Symfony, il va même les pré-générer pour nous, pour toutes les assets, sans avoir rien à faire. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair et que vous allez tester ça dès lundi parce que, voilà, grosso modo, 30% d'amélioration avec très peu d'efforts, juste un peu de config à rajouter dans votre serveur web. Voilà. Merci beaucoup.